On est en fin octobre et tu n'as toujours pas trouvé 2 lectures spooky pour t'accompagner jusqu'aux portes de Noël là? Je trouve que t'abuses. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous bénir, pardon. Donc, je t'ai préparé une petite sélection spooky dans plusieurs genres, tu verras, qui vont du coup t'accompagner cette fin d'automne, on va dire. Moi, c'est Laurie. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Et si tu ne me connais pas, sache qu'il y a déjà 3-4 vidéos sur ce sujet où tu retrouveras plein d'autres livres qui sont tout aussi intéressants. Je te les laisse en description et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je te présente du coup en premier Fille de rouille de Gwendolyn Christie. Ici on est dans l'Amérique ouvrière des années 80. On suit Phoebe qui voit sa cousine et d'autres filles du quartier se transformer peu à peu. En fait leur corps va se retrouver rongé par un mal qui ressemble à de la rouille. Tu as bien entendu, de la rouille sur leur corps. Donc petit à petit, les corps des jeunes filles vont ressembler à du métal. Et de façon générale, on est dans une ville où tout de base est industriel et on va voir des usines qui vont fermer peu à peu. Je te dis cela tout simplement parce que on va être dans une ambiance vraiment très moiteuse. Moiteuse, ça se dit pas très moite. Je voulais dire poisseuse et moite. Très poisseuse et moite. Dans une ambiance très industrielle, en fait, où on va assister au délitement d'une ville industrielle à travers la perte de ces jeunes filles qui, voilà, qui sont en train de se transformer. Donc dit comme ça ressemble beaucoup à du fantastique, mais je tiens à te préciser que c'est un texte qui est très poétique, qui est très métaphorique, et en fait toute la transformation physique de ces jeunes filles va être là pour servir un propos sur comment on contrôle le corps des femmes, comme d'habitude, mais aussi comment les changements d'air de la ville, R-E-R-E, va impacter la vie de tout le monde de façon générale. Je l'ai lu il y a 2 ans et franchement, j'avais été choquée par le niveau d'originalité de ce texte. C'était traduit à l'époque chez les éditions du Chat Noir de mémoire, qui ferment fin d'année, et j'ai appris tout récemment que les éditions Naos ont racheté du coup cette traduction. Je sais pas si c'est la même traduction ou s'ils ont juste racheté le texte, mais tout ça pour te dire que tu pourras encore le trouver. C'est vraiment un texte super original, super court à lire aussi, très intéressant, qui va explorer vraiment le côté personnage plutôt que le plot. C'est assez lent, même si à la fin, tu as une sorte de climax qui est assez impressionnant quand même. Et c'est ce genre de livre dont tu ne devineras jamais, jamais la fin. Vu son originalité, c'est même pas la peine d'essayer de deviner la fin. Voilà, bref. Je te recommande du coup Fille de rouille de Gwendolyn Christie. On va continuer sur un classique de tout ce qui est horrifique. Bon, je dis classique, mais c'est pas du tout un classique. Classique dans le sens où on le retrouve souvent dans les recommandations de ce type. Je vais du coup te représenter Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Ici, nous allons suivre Noémie, qui est en fait une jeune mondaine envoyée dans un manoir isolé dans les montagnes mexicaines pour s'enquérir de la santé de sa cousine après avoir reçu une lettre de celle-ci précisant que ça ne va pas, qu'elle pense qu'elle va mourir, qu'elle a l'impression que sa belle famille veut la tuer, etc., etc. Sauf que bizarre, Noémie va arriver et sa cousine va dire « Bah non, moi je t'ai jamais envoyé ça ». Mais effectivement, sa cousine ne va pas bien. Alors, ici, comment on appelle? Silvia Moreno Garcia va prendre le mythe de la maison hantée, l'écriture gothique, et va en faire une réinterprétation à la sauce mexicaine, coloniale, esthétique moite, etc. Enfin, en fait, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on est au Mexique, mais ne t'attends pas à vraiment la vie mexicaine. C'est quand même un manoir qui est dans les montagnes. Donc en fait, on a une ambiance et surtout un temps, une météo, si tu veux, qui pourrait ressembler à ce que tu vas retrouver dans des romans plus classiques de l'ère gothique. Donc la pluie, l'humidité, le fait qu'il fasse gris, etc., etc. Mais l'autrice a quand même mis en exergue tout cela dans un contexte colonial mexicain.
C'était super intéressant. Il y a aussi du body horror, surtout à la fin. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même à la fin, il y en a un peu. Il y a quelques scènes qui sont vraiment malaisantes. Il y a des trigger warnings à regarder. Je préfère ne pas te les citer parce que je ne suis pas sûre de toute la liste qu'il y a, parce que j'ai lu le livre il y a un moment. Mais en tout cas, je me rappelle que c'était bien écrit, que c'était assez cohérent, parfait pour l'ambiance automnale. On continue avec Last Memory de Yukito Ayatsuchi. Alors, petit disclaimer, Last Memory, dans la sélection que je t'ai faite, c'est l'un des livres que j'ai le moins aimé. Enfin, le moins aimé, j'ai quand même aimé, hein, mais je veux dire, c'est la plupart des 4 ou 5 étoiles que je te présente. Je crois que celui-là, je lui avais donné 3 étoiles. Mais en fait, il est tellement intéressant que j'arrête pas de le recommander parce que je suis en mode, je l'ai pas trop aimé. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose dans ce livre, il mérite d'être découvert. Et puis surtout, en côté francophone, j'en ai vraiment pas du tout, ou quasiment pas, en tout cas, entendu parler. Mais bon, bref, ça raconte quoi? Ici, l'histoire nous raconte du coup le parcours de Shingo Atano, qui est doctorant fin des années 1900 et qui va apprendre que sa mère est frappée d'une maladie neurologique fulgurante qui efface la mémoire. Du coup, Shingo va craindre un héritage familial et va décider d'enquêter sur le passé tortueux de sa mère pour savoir en fait s'il y a possibilité qu'il soit aussi atteint de cette maladie. Mais à mesure qu'il remonte la piste, il va être pris par des hallucinations et des souvenirs enfouis qui vont le faire douter de sa propre sanité. Alors, pour vous chroniquer, pour vous recommander ce livre, je vais vous parler d'ambiance. Parce que c'est un livre qui est 80% ambiance, 20% plot. Il y a un plot, c'est celui que je viens de te dire, c'est l'enquête de Shingo sur son passé, sauf qu'en fait, le fait qu'il va être touché par des hallucinations, il va devenir un peu paranoïaque, il va avoir l'impression d'être suivi. En fait, l'auteur a vraiment tout mis dans l'ambiance et dans l'angoisse que le lecteur peut ressentir. C'est-à-dire que, même si je lui ai mis 3 étoiles, il y a eu des moments où j'avais l'impression que c'était moi qui étais suivi. En fait, je lisais le livre, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, t'as un personnage principal dans laquelle tu es dans sa tête. Je sais plus comment j'allais faire ma phrase, mais tu es dans sa tête. Et en fait, vu qu'il est pris d'un mal inconnu, tu ne peux pas lui faire confiance. Donc c'est d'autant plus difficile de ne pas ressentir de l'angoisse quand en fait tu as le même niveau de connaissance à peu près que Shingo. Donc voilà, encore une fois c'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années, mais il m'est resté en tête. C'est-à-dire que je sais que c'était pas une excellente lecture, mais il est assez marquant pour m'être complètement resté en tête. Donc du coup je me permets quand même de te le recommander parce que c'est vraiment l'ambiance parfaite pour le coup. Je sais que je vais le répéter encore une fois parce que c'est le thème de la vidéo. C'est l'ambiance parfaite pour l'automne. Ensuite, je vais te recommander un roman français, enfin. Il s'agit des Objets maudits de Émilie Norsken aux éditions du coup des Les Trois Normes. Alors ici, tu suivras Novem qui est chasseuse parce que non binaire, chasseuse itinérant au service de Janus qui est une... il y a écrit exterminatrice, mais c'est un peu son nom de scène, si on veut. Novem va être envoyé par la reine de Roseronce à la forteresse de Valture pour éliminer un Rancura meurtrier. Ça, c'est le synopsis. Maintenant, je vais t'expliquer de quoi ça parle, parce que je suis sûre que t'as pas trop compris. On est dans un monde où il y a des Rancura. En fait, les Rancura, c'est des sortes de monstres qui vont prendre vie des regrets et des sentiments négatif des hommes, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui va être dans un deuil ou qui va avoir en tout cas un mal qui le ronge et qui pénètre son âme, pardon, il va mettre toute cette rancœur, tout ce mal si tu veux dans un objet. Et cet objet va devenir maudit et va pouvoir se transformer en un monstre qui va avoir différentes capacités en fonction de l'objet dont on parle, en fonction de l'objet auquel il est relié. Et du coup, Novem est un chasseur de ces monstres-là. Voilà. C'était encore une fois, originalité. Mais là où Last Memory c'était full ambiance, ici on a quand même un plot qui est très solide et qui est très présent. On a un cast de personnages très intéressant. C'est de l'adulte, vraiment adulte pour le coup, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez choquantes, assez violentes de mémoire. Il n'y a pas du tout de binarité dans les mœurs, ou plutôt dans les moralités, plus moralité que mœurs. Gentil, méchant et très flou. Tu vois par exemple dans, comment ça s'appelle, Jujutsu Kaisen, je crois. Non, Demon Slayer, c'est pas du tout Jujutsu Kaisen, pardon. Dans Demon Slayer, comment à chaque monstre, en fait, gros monstre, on nous fait savoir la backstory du monstre et tu finis par avoir pitié
pitié de lui, pardon. C'est un peu comme ça que tu vas te retrouver dans les objets maudits. C'est-à-dire que tu as des méchants qui sont très méchants et qui font beaucoup de mal, mais en fait, il y a une histoire derrière. Et c'est souvent intéressant de savoir l'histoire qu'il y a derrière. Même si c'est pas ce cycle-là qui se répète à chaque fois, on va être vraiment avec Novem qui va petit à petit aussi remonter la piste de son passé. Parce que c'est un personnage qui ne connaît pas son passé et pourtant qui a lui-même un lien très fort avec les Rancura et surtout certains Rancura qui sont très puissants. Voilà, en tout cas, je te recommande à fond, c'était vraiment très intéressant. Je vais maintenant te présenter le dernier livre de la sélection qui a été traduit. Le reste sera en anglais, mais reste, je pense avoir fait une sélection de livres qui ont de très bonnes chances d'être traduits. Surtout que l'horreur a le vent en poupe ces dernières années, donc c'est pas pour nous déplaire. Bref, le dernier livre de cette sélection, du coup, c'est No Gods, No Monsters de Cadwell Turnbull. Ici, on va être dans de la fantasy urbaine, de l'urban fantasy, j'aurais pu le dire comme ça aussi, mais qui va pousser un peu vers de l'horrifique à travers les thèmes et la difficulté des situations que tu vas retrouver dans ce livre. On nous dit que quand la sœur de Lincoln apprend qu'il a été tué par la police, elle découvre que la victime était un loup-garou. Oui, oui. Et que ces monstres existent parmi nous. Donc leur révélation publique déclenche ce qu'on appelle la fracture, qui est une crise globale où créatures mythiques, sociétés secrètes, violences policières et alliances improbables se croisent dans une lutte pour la visibilité, l'identité et le pouvoir. Il faut savoir que je ne l'ai pas dit dans le synopsis, mais le personnage principal est noir. Et c'est pour ça qu'on a appuyé le fait que son frère a été tué par la police. Donc tout ça pour te dire qu'il y a aussi les thématiques des violences policières, mais ce n'est pas le centre du livre. En fait, ce livre, il m'a un peu chamboulé dans le sens où j'étais perdue. Déjà, la plume de l'auteur, je saurais pas la décrire. C'est bizarre. C'est bizarre, ou alors peut-être que c'est pas sa plume qui est bizarre, mais c'est comment il a construit ce récit. Mais tout ça pour te dire que, encore une fois, c'est un récit qui est super original, mais même dans sa forme. Tu as plusieurs personnages principaux, du coup tu auras plusieurs points de vue, et à chaque fois c'est pas évident, les points de vue que tu suis. Il y a des points de vue qui sont très... comment je vais dire ça, particuliers, pour ne pas te spoiler, mais c'est pas des points de vue de juste t'es dans la tête de quelqu'un, c'est des points de vue vraiment bizarres. Bref, tout ça pour te dire que c'est un peu, pour moi, ça a été un roman expérience. Il a été très intéressant, mais malheureusement, le côté expérience aussi a fait que je ne me rappelle pas d'énormément de choses. Je me rappelle de comment je me suis sentie en lisant ce livre, mais je ne me rappelle pas des détails de l'histoire, alors que je l'ai lu il y a que 1 an et qui m'a fait une forte impression. C'est te dire, il y a un tome 2 qui est sorti, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que si je vais le lire, bah, il va falloir que je lise le tome 1, quoi. Bref, on verra. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le temps de relire le tome 1, mais en tout cas, je te recommande franchement No Gods, No Monsters. Bon, maintenant, on va passer sur la partie de la sélection qui est anglophone. Il n'y a que des livres qui ne sont pas encore traduits, mais je pense avoir fait un bon travail, sauf un seul, parce que c'était vraiment de l'auto-édition et que c'était une nouvelle. En anglais, je ne suis pas sûre qu'ils vont le traduire, parce que peut-être que c'est moins rentable vu la taille du récit. Mais du coup, vu que c'est de la nouvelle, si vous n'avez pas l'habitude de l'anglais, c'est peut-être une bonne porte d'entrée, tu vois. Mais bref, je pense que c'est des livres qui ont le potentiel d'être vraiment d'être traduits, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais ces dernières années, il y a de plus en plus de parutions et de traductions de façon générale de livres horrifiques. Et franchement, c'est vraiment pas pour me déplaire, comme je disais. Bref, on va commencer. Je rigole parce que c'est clairement un OG de ma chaîne, ce livre. Ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, hein, mais c'est l'un des premiers livres que j'ai recommandé dans ce type de thématique et de genre. C'est Not Even Bones de Rebecca Schaeffer, qui de base est une trilogie. J'ai lu, je crois, les 2 premiers tomes. Et je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite, to be honest. Parce que les 2 premiers tomes m'avaient grave plu. Donc je sais plus pourquoi. Il m'avait vraiment fait une forte impression. Je me rappelle que j'arrêtais pas d'en parler quand je l'ai lu. Bref, ici on est dans un monde où les unnaturals, donc des êtres surnaturels, sont traqués pour leurs organes. À 17 ans, donc on suit un personnage de 17 ans qui s'appelle Nita et qui aide sa mère à disséquer ces créatures. Jusqu'au jour où cette dernière ramène un spécimen vivant et que Nita n'arrive pas à faire son taf et du coup décide de sauver cet être. Nita du coup va être vendue elle-même à son tour
à un marché noir, car elle aussi n'est pas tout à fait humaine. Et du coup, maintenant qu'elle est prisonnière, on va suivre son parcours pour essayer de retrouver la liberté. Alors déjà, première partie horrifique du livre. Tu suis un personnage. C'était ma porte d'entrée vers les personnages gris. Son travail, elle n'a que 17 ans, certes, mais son travail, c'est de disséquer vraiment comme un chirurgien ou tout ce que tu veux, et découper en morceaux, en organes, des êtres surnaturels, mais qui, souvent, ont l'apparence humaine. Oui, oui, oui. Et elle-même est un être surnaturel. Donc, personnage gris 100%. Alors, sa mère, elle est horrible. Sachez que vous allez détester sa mère. C'est vraiment pas un personnage qu'on aime. Et du coup, elle-même, elle va se retrouver à la place des personnes qu'elle disséquait, c'est-à-dire vendues au marché noir pour les habiletés de son corps et peut-être destinées à être esclaves ou en tout cas disséquées elle-même. Je viens de me donner envie de le relire. Je pense que je vais le relire. C'était trop bien. Alors peut-être qu'avant, j'étais moins exigeante sur mes lectures et qu'en fait, c'était pas si bien écrit, mais c'était trop bien. Alors la forme du récit, c'est plus urban fantasy parce que on est dans un monde contemporain, il y a les téléphones, tout ce que tu veux, il y a la technologie. Mais voilà, il y a le monde fantastique qui est un peu caché du commun des mortels. Euh, voilà, je peux pas te dire grand chose sur ce livre, étant donné que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu et que je ne veux pas te spoiler, mais je me rappelle qu'il y avait un duo, Nita, et d'ailleurs celui qu'elle sauve là, mini spoiler, celui qu'elle sauve là, il est pas tout blanc, hein. Il va foutre la merde, c'est un peu de sa faute de mémoire, bon, ça se passe dès le début du livre, mais de mémoire, c'est de la faute à lui qu'elle-même, elle se retrouve au marché noir après l'avoir sauvé, elle, et ce livre, je me rappelle, il m'avait chamboulé, j'étais en mode, je suis censée prendre parti pour qui, en fait, dans ce livre? Je suis censée aimer qui? En plus, Nita, c'est grave pas un personnage super gentil en mode oui, j'ai grandi dans ça, mais j'essaie de me libérer. Non, non, elle pense qu'à sa gueule. Bref, tout ça pour te dire que c'est un livre parfait pour la période automnale, enfin pour la période même halloweenesque en vrai. On va passer très rapidement à un livre que je t'ai présenté il n'y a pas si longtemps, donc je vais en parler très rapidement, c'est Blood on Her Tongue de Johanna van Veen. Dans cette histoire, on suit Lucy qui accourt dans les Pays-Bas dans les années 1880 suite à une annonce que sa sœur jumelle est très malade et presque sur le point de mourir. Donc elle dépérit mystérieusement après la découverte d'un cadavre sur les terres de son mari. Alors, ici on est dans de l'horreur horreur. Voilà, je tiens à le préciser. On est dans une ambiance 1880. Femme qui n'est valorisée qu'à travers le fait qu'elle soit mariée ou pas mariée, etc. Mais aussi, on est dans une sorte de réinterprétation du mythe du suceur de sang. J'allais dire vampire parce que c'est comme ça que c'est marketé, mais c'est vraiment plus suceur de sang que vampire. Je sais pas comment l'expliquer de façon plus exhaustive sans te spoiler. Non. Horrifique, horrifique. Alors, petit disclaimer, il est marketé comme un roman d'horreur saphique. Moi, je dirais n'y allez pas pour la romance saphique parce qu'elle ne prend pas du tout le pas sur le reste de l'histoire. Non, non, non. On est là vraiment sur le mystère, sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Sarah, qui est la sœur de Lucy, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment la guérir et qu'est-ce qui se passe sur les terres de ce fameux mari. Voilà, d'ailleurs, tous les hommes dans ce récit ne sont pas très sympathiques, je tiens à le préciser. Voilà, ensuite, je passe à, pareil, un OG de ma chaîne, mais qui est plus récent, mais que j'aime tellement que je vous le recommande souvent dans les vlogs. Je pense que je ne l'ai jamais recommandé dans une vidéo recommandation comme celle-ci, donc c'est parfait. Il va avoir sa place dédiée. C'est Slewfoot de Brom. Donc ici, on va suivre Habitat. Une jeune femme qui est accusée de sorcellerie parce qu'en marge de son village dans la Nouvelle-Angleterre puritaine du XVIIe siècle. Elle va voir sa vie bouleversée lorsqu'une créature ancienne et sauvage, mi-démon, mi-dieu, s'éveille dans la forêt voisine. Ici, on va être entre horreur païenne et conte de vengeance féminine. Donc vraiment Feminine Rage. C'est un livre que tu vas retrouver du côté anglophone dans beaucoup de sélections de Feminine Rage et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Habitat, elle va passer par des choses qui sont très dures. De ce point de vue-là, c'est pas complètement facile à lire parce que vraiment, t'es vraiment dans une Nouvelle-Angleterre puritaine et une meuf qui essaie juste de faire sa vie. En plus, au début du récit, son mari va mourir pour une raison que je te laisserai découvrir. Donc en fait, elle va devenir veuve, seule, face à un village qui la veut limite morte pour récupérer ses terres. Elle va devoir se battre et le démon qui va apparaître dans la forêt là, il va avoir son rôle à jouer, en tout cas dans sa vengeance. Bref, Brom, non, bah du coup, Slewfoot, ça a été un coup de cœur.
pour ma part. Donc si tu aimes les récits de sorcières, les récits de démons, la Feminine Rage, c'est un récit pour toi. Alors maintenant je vais te présenter Petrified Women de Jeremy Ray. Il s'agit du roman très court dont je te parlais, dont je ne suis pas sûre qu'il va être traduit. Ici tu vas suivre difficilement, et j'expliquerai pourquoi difficilement, Harley, persuadée d'avoir trouvé le petit ami idéal, jusqu'au jour où une blague va tourner au cauchemar. Elle va se cacher dans un placard chez lui pour lui faire peur et découvrir une facette inquiétante de son compagnon, qui est sculpteur de mannequins féminins, grandeur nature et obsédé par les frayeurs. Ici, donc l'auteur, c'est vraiment une nouvelle, hein, je sais plus combien de pages ça faisait, mais c'était très court, mais je me rappelle que c'était court, mais façon dont ça m'a glacé le sang à l'époque, oh mon Dieu. Alors, en fait, l'auteur va prendre le mythe, pas du tout le concept du prank, va montrer que ça peut être meurtrier. En fait, vraiment, Harley, elle a un petit ami qui est obsédé par les pranks, qui n'arrête pas de lui faire des pranks, qui aime bien lui faire un petit peu peur, quoi. Mais bon, voilà, ça fait partie des private jokes de leur couple. Et un jour, elle va dire, ouais, je vais lui faire le prank de l'année, je vais aller me cacher dans son placard chez lui alors qu'il ne m'attend pas, etc. Et en fait, le gars va venir chez lui, ok, sauf qu'elle va assister à des trucs. Et en plus, elle va devoir essayer de s'échapper, entre guillemets, sans qu'on l'attrape. Et ça m'avait... Pardon, j'ai touché ma caméra, ma micro. Ça m'avait donné des palpitations. La vérité, ça m'avait donné des palpitations. Je ne saurais pas vous dire combien de pages c'est. C'est peut-être 50 pages, c'est peut-être 100 pages. C'est peut-être même moins. Mais ouais, ça avait fait le taf. Par contre, comme je disais... pas sûr qu'il soit traduit. Moi, je l'avais lu en e-book. Je sais même pas s'il existe en physique parce que c'est de l'auto-édition. Ça doit exister en physique, mais je sais pas si on le livre en France, sauf si tu passes par Amazon, bien sûr. Ce que j'essayais d'éviter, en tout cas. Enfin, ce que j'essaie d'éviter, mais ça fait des années que je l'ai lu et j'essayais déjà d'éviter ça. Donc, je l'avais lu en e-book à l'époque. Mais bref, je te recommande à 100% si tu lis en anglais et que tu aimes ce type de lecture. Parce que pour le coup, c'était... Eh, Seigneur, on continue. On continue avec The Salt Grows Heavy de Cassandra Crowe. Ici, l'histoire nous raconte la fuite d'une sirène cannibale et d'un médecin androgyne à travers un royaume dévasté par la cruauté humaine et surtout la peste, c'est ça, the plague. Ensemble, ils vont croiser un village où des enfants règnent en tyran et où le sang coule. Le sang coule un peu plus tous les jours. Donc là, on va être dans un conte. C'est pas un vrai conte dans le sens où c'est pas un classique, un retelling, etc. C'est vraiment le format conte qui est macabre. J'appuie macabre. C'est un conte macabre, sanglant, poétique, viscéral. Bref, il va revisiter les mythes de la sirène, du coup, vu qu'on suit une sirène, et le docteur de la peste, qui est une sorte de mythe aussi. Mais on va avoir beaucoup de violence, emballé en fait dans une apparence de conte de fées. Je vais pas t'en dire grand chose de plus parce que c'est assez court aussi. Je ne me rappelle plus du nombre de pages, peut-être 150 pages, peut-être un peu moins. Donc c'est un roman qui est assez court. Ça n'a pas encore été traduit, mais je pense qu'il va peut-être bientôt l'être parce que l'autrice a commencé à être traduite chez La Talente, je crois, Cassandra Crowe. Je pense que c'est La Talente, mais je ne sais plus, peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, si vous tapez le nom de cette autrice, vous verrez qu'il y a certains livres d'elle qui ont été traduits à cette rentrée littéraire, donc je pense qu'ils vont continuer. Voilà, c'était tout pour moi. Je t'ai présenté 10 livres parfaits pour te faire peur pendant nos soirées d'automne où il fait moche, gris, froid. D'ailleurs, question, est-ce que vous avez allumé le chauffage? Quand je filme là, on est le 26 octobre. Nous, on a allumé le chauffage hier et je suis très fière de moi parce qu'on vit dans le nord. Nord. Bien la pointe du nord, nous, on est là-bas. Et on a allumé le chauffage que hier. Donc, voilà. Sauf dans la chambre de bébé parce qu'il ne faut pas abuser. Il y a un petit chauffage juste pour elle. J'espère que vous, ça va et que vous n'avez pas trop froid. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes lectures bien spooky. Je vous souhaite d'avoir bien peur, d'être bien angoissé, de sentir votre tension bien monter là. Voilà, c'est parfait pour cette période. Et dans tous les cas, je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!